Nous allons à présent assister au panel numéro 2 portant sur l'élargissement de la base des investisseurs, comment atteindre les gestionnaires institutionnels. En introduction de ce premier panel, mademoiselle Marie Ndiouguna, spécialiste senior des marchés de capitaux chez FSD Africa, nous entretiendra sur le cas du Kenya en termes de dynamisation de la gestion collective. Mademoiselle Ndiouguna s'exprimera en anglais. Au besoin, nous invitons donc à faire usage de l'onglet Interprétation en dessous sur la bande noire à votre droite. Nous passons la parole à Madame Kantoussan Marie-Odile Sen, directrice générale de CGF Bourse, qui va assurer la modération de ce panel. Merci beaucoup. Voilà, bonjour chers participants, bonjour chers panélistes. Je vous remercie UEMOATI de nous avoir associés à cette édition, la 3e édition dédiée au marché des titres publics. Donc, je suis avec 3 éminents experts. D'abord, Marie qui va nous faire le point de l'expérience au niveau du Kenya et au niveau de certaines places africaines et à travers le monde aussi, autant pour la gestion collective que pour les produits innovants. Je suis également avec M. Isidore Tanoé, donc Marie est de FSD Africa, Isidore Tanoé de Banque Atlantique. Son groupe pourra partager l'expérience autant de sociétés de gestion et d'intermédiation, de sociétés de gestion d'actifs et également en tant que banque. Et également Babacar qui va nous donner une expérience de la position du banquier, sachant qu'aujourd'hui, du point de vue des titres publics, les banquiers ont une position très forte du point de vue de mobilisation et de participation active. Donc, avant d'introduire le sujet, je laisse aux 3 panélistes de présenter brièvement leur biographie. D'abord, je donne la parole à Marie. Marie, can you introduce yourself, please? Thank you very much, Marie. My name is Mary Ndiouguna, Senior Capital Market Specialist with FSD. Je travaille à FSD Africa. Je suis en charge de différents projets sur le marché des capitaux en Afrique subsaharienne et en particulier dans la région de l'UEMOA également, où on travaille avec le CREMF. J'ai également travaillé avec les autorités des marchés de capitaux au Kenya. Merci. Titre, je pense que j'ai participé de façon très profonde au développement du marché depuis sa création, puisque avant j'étais également directeur des opérations à la BRVM. Et depuis 3 ans également, j'occupe la présidence de la PSGI. J'aurai tout à l'heure le temps de présenter un peu l'association, qui est une association professionnelle qui défend les intérêts des SGI au sein de l'UEMOA, au sein des autorités de marché auprès des pouvoirs publics. Donc, voilà un peu brièvement ce que je peux dire à ce stade d'introduction. Merci Isidore. Babacar? Oui, bonjour Marie-Odile, bonjour à tous. Donc, Babacar Touré, je suis actuellement directeur général adjoint de la Banque de Dakar. J'ai rejoint la banque en 2016 en tant que directeur des activités de marché. Donc, je suis un peu notamment les activités titres. J'ai démarré ma carrière, en tout cas au sein de l'Union, à l'agence UEMOA à titre, au moment du démarrage des activités de l'agence, où j'étais en charge des opérations. Donc, il fallait un peu mettre en place le dispositif des SVT. Donc voilà,
J'ai suivi un peu l'évolution du marché depuis 2014. Avant ça, je travaillais à l'étranger, principalement sur des produits dérivés. Merci beaucoup. Merci Babacar. Donc, je pense sur ce panel, nous avons vraiment d'éminentes personnalités qui pourront nous aider vraiment à avancer sur le sujet qui est l'élargissement de la base des investisseurs. Comment atteindre les gestionnaires institutionnels particulièrement. Nous nous accordons sur la soutenabilité des niveaux d'endettement de nos pays. Mais nous sommes néanmoins interpellés par le rythme de croissance de la dette en devise et dans la perspective d'une évolution de ces taux d'intérêt et des devises de plus en plus fortes, attendues notamment sur l'euro et le dollar. Nos pays feront certainement face à des risques de refinancement et des coûts de service de la dette beaucoup plus élevés. L'ambition du marché financier depuis sa création, c'est vraiment le renforcement de la dette en monnaie locale pour augmenter toutes les options de financement disponibles, autant pour les gouvernements que pour les entreprises, et offrir régulièrement des actifs aux investisseurs, notamment aux institutionnels. Nous allons analyser les voies et moyens pour élargir la base des investisseurs et évoquer les meilleures pratiques à prendre pour mobiliser efficacement ces investisseurs, notamment les institutionnels. Nous pouvons remarquer qu'en 2020, malgré la crise liée à la pandémie, les ressources levées par nos États sur le marché de la dette publique se chiffrent à près de 7 000 milliards, avec pour l'adjudication 6 700 milliards et par syndication 1 700 milliards. Donc, ce qui nous amène vraiment à des chiffres qui ne sont pas loin de quasiment 9 000 milliards, les deux secteurs réunis, les deux modes d'émission réunis par adjudication et par syndication. Et l'analyse des indices également nous amène vraiment à conclure que les marchés africains ont été très résilients au courant de l'année 2020, malgré la crise que nous traversions toujours. En ce qui concerne le sujet précis de la gestion collective, nous avons actuellement dans notre zone une vingtaine de sociétés de gestion d'actifs agréées et qui portent 124 organismes de placement collectif en valeur mobilière, notamment des fonds communs de placement et des SICAV. Et inéluctablement, ces acteurs participent activement à la dynamisation du marché et à l'atteinte d'un plus grand nombre d'investisseurs. La gestion collective est devenue sur notre place un vecteur de développement de notre industrie financière à travers la prise en main autant du grand public que des investisseurs institutionnels. Donc, nous pouvons reconnaître qu'elle constitue un moyen d'accès au marché financier de manière beaucoup plus singulière à travers des offres adaptées sur mesure adressées aux investisseurs institutionnels. Nous avons sur ce panel plusieurs profils. Je vais laisser d'abord le soin à Marie d'introduire d'abord les objectifs, les réalisations des Africa et également nous donner les grandes lignes de son analyse de l'impact de la gestion collective au niveau de nos pays africains et également en comparaison avec d'autres places financières à travers le monde. Donc, je laisse la parole à Marie. Thank you very much, Madame Kantoussan, for welcome. Merci beaucoup, Madame Kantoussan, pour ces mots de bienvenue. Et merci à l'agence Humo à titre de nous avoir invités à participer dans ce webinaire. Tout d'abord, laissez-moi, si possible, partager ma présentation. Merci. J'espère que vous pouvez tous la voir clairement. Merci beaucoup.
Alors, c'est un honneur de pouvoir vous rejoindre dans cette réunion, pouvoir partager avec vous et également apprendre de vous sur ce sujet particulier de fonds de placement collectif, mais également des titres publics. Et donc, mon rôle ici, dans cette présentation assez brève, est de vous parler d'FSD Africa, mais également de vous donner un aperçu de l'industrie des financements dans le monde et en Afrique subsaharienne, le travail que nous faisons et les défis auxquels nous avons été confrontés. Donc, FSD Africa Travail est une agence de développement spécialisée basée à Nairobi au Kenya et notre rôle est de pouvoir construire et vraiment renforcer les marchés financiers en Afrique. On le fait de manière différente d'ailleurs. Nous voulons pouvoir soutenir la croissance des économies en Afrique subsaharienne afin de pouvoir soutenir les entreprises, créer de l'emploi et s'assurer que le marché financier est assez robuste pour la croissance. Nous travaillons dans différents sous-secteurs de l'économie, du secteur financier. Moi, je travaille dans le marché des capitaux. Nous avons une équipe qui travaille dans les risques, l'investissement, le marché des crédits, ainsi de suite. Nous avons également des thèmes transversaux. Nous faisons partie d'un réseau un peu plus large du secteur financier qui sont également financés par le gouvernement du Royaume-Uni et qui se trouvent dans différents marchés de l'Afrique subsaharienne. Alors, comment est-ce qu'on arrive à soutenir les économies dans lesquelles nous travaillons? On utilise différents outils. On peut utiliser des subventions ou des investissements à travers notre branche FSD Investissement. Nous avons également une assistance technique. Moi, je travaille en étroite collaboration avec des décideurs politiques pour pouvoir renforcer leurs capacités et pouvoir ainsi soutenir la croissance du marché. En ce qui concerne l'approche, comment nous travaillons à travers, bien sûr, le système du marché. Vous avez les politiques, l'environnement politique et réglementaire. Nous avons également le renforcement de capacités. Nous pensons bien entendu que les données sont très importantes pour avoir un secteur financier robuste. Et c'est un défi, bien entendu, en Afrique subsaharienne. Et donc, on travaille également dans le plaidoyer et la connaissance du marché, et également dans la création de partenariats. Alors, très brièvement, sur les différents sous-secteurs du marché des capitaux, c'est juste une illustration. Comme vous le savez tous déjà, de toute façon, vous connaissez la structure des marchés des capitaux dans les pays. Donc, nous avons travaillé avec l'agence Humoatite, par exemple, dans le développement des compétences du marché des capitaux. Travaillant avec le projet de certification CCI qui a été mis en place par l'Humoatite en aidant les afin de pouvoir alors si je viens ici aux règles, c'est bien entendu une partie très importante du cadre réglementaire. On soutient le travail au Kenya dans le travail du cadre réglementaire en ce qui concerne les différents projets. C'est ce qu'on a été identifié comme étant un défi qui empêche la croissance du secteur. Nous soutenons également en ce moment même la région de l'UEMOA dans le développement d'un cadre réglementaire. Et ce travail est en cours en ce moment. Nous avons également été impliqués dans différents programmes pour le marché de la dette.
Nous soutenons le Kenya, le Nigeria. Nous assistons le Kenya, le Nigeria dans ce qui concerne leur cadre réglementaire. C'est juste un aperçu de ce que nous faisons, bien entendu, mais n'hésitez pas à rentrer dans notre site internet pour voir les différents projets que nous avons à travers le marché des capitaux et les différents sous-secteurs. Nous travaillons également dans ce qui concerne le marché de la dette, les différents départements pour pouvoir améliorer l'opérationnalité. Maintenant, j'aimerais très brièvement vous faire un aperçu de l'industrie du financement, le secteur des fonds dans les différents marchés. Donc, c'était une étude qui a été de la Banque mondiale en 2015, je pense. C'est une étude compréhensible sur les fonds de manière globale et dans les marchés émergents. Donc, quand vous regardez sur ce diagramme, vous vous rendez compte que les actifs et leur gestion dans les marchés émergents, en particulier en Afrique subsaharienne, vous voyez que les États-Unis détiennent 50%, et ensuite l'Europe, bien entendu, et d'autres marchés. Et donc, il y a très peu de part pour l'Afrique subsaharienne. Et si on s'intéressait au pourcentage, si on s'intéressait au fonds en tant que pourcentage du PIB, on se rendrait compte que l'image est assez différente selon différents marchés. Si vous regardez les pays à revenus intermédiaires dans la tranche inférieure, on regarde, par exemple, si vous regardez le Maroc, c'est 26%, les marchés un peu plus vastes tels que le Brésil, la Malaisie, la Corée même. Si on regarde le Kenya, je vous donne juste le Kenya pour la comparaison. Vous voyez que le pourcentage du PIB des fonds est très faible. Les raisons, comme vous le savez, les fonds sont différents dans différents marchés, agissent de manière différente, et ça prend en compte différentes... si on s'intéresse à des pays tels que le Pérou, par exemple, presque 100% de leurs participants sont des particuliers, des investisseurs particuliers, privés, et alors que vous vous rendrez compte qu'au Maroc, 90% des actifs sont détenus par des investisseurs institutionnels, par exemple. Au Royaume-Uni, aux États-Unis et même au Zimbabwe, ce sont des pays où les fonds développés avant qu'il y ait des cadres de réglementation, mais dans d'autres marchés tels que le Maroc, par exemple, vous vous rendrez compte que les cadres réglementaires ont été mis en place avant que l'on crée ces fonds. Ce que vous verrez souvent, et on le voit dans les marchés dans lesquels nous évoluons, c'est quelque chose que nous avons vu dans différents marchés. La plupart des investisseurs ont mis leur investissement dans des marchés monétaires, des fonds de marché monétaire. Et cela montre qu'il y a encore que l'on peut encore mobiliser de l'argent dans ces instruments, même en ce qui concerne les fonds. Une autre illustration ici qui va peut-être plus illustrer notre exemple en Afrique subsaharienne. Quand on regarde la base des actifs des investisseurs institutionnels, c'était environ en 2020. Donc, c'est des données très récentes, comme vous pouvez le voir. Comme on le montre ici, on vous montre la taille des fonds. Il y a également les fonds d'investissement, les fonds de retraite et ainsi de suite. Vous voulez voir que ici la partie bleue est beaucoup plus développée en la bleue claire en Égypte, le Nigeria plus pour les fonds de retraite. Et donc vous avez différents types de profils dépendamment du pays, bien entendu.
Maintenant, si on s'intéresse un peu plus au fonds de placement collectif du Kenya, c'est une étude de cas dans laquelle nous avons été un peu plus impliqués. On a aidé le marché à mettre en place le cadre réglementaire. Et donc, au Kenya, si on s'intéresse au nombre de fonds, à l'industrie même, au secteur des fonds, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup différents sous-fonds, en quelque sorte, qui ont été établis. Vous avez bien entendu les fonds du marché monétaire qui sont très populaires et c'est là que l'on investit plus dans les titres publics. Vous avez également des fonds de placement, il y en a beaucoup. Ceux-là, bien entendu, sont plus risqués et on investit plus dans les actions. Vous avez des fonds, les soldes de fonds qui ont des risques modérés. Vous avez les fonds de titres à revenus fixes où on investit dans c'est des investissements par le gouvernement et les entreprises. Vous avez également des fonds qui respectent les principes de la charia pour déterminer où est-ce que les fonds devraient être investis. Et on détermine les règles en fonction de la charia. Et donc, les gestionnaires mettent ça en place en utilisant la charia comme étant un critère dans l'investissement. Et ensuite, certains gestionnaires ont mis en place des fonds panafricains qui investissent dans des titres cotés au sein de l'Afrique, pas seulement au Kenya. Ce sont dans tous les cas des actifs, ce sont des sécurités des titres du moins qui sont cotés en Afrique. Donc juste pour vous donner un aperçu de la taille des différents fonds, vous voyez qu'il y a 23 fonds qui ont été enregistrés. Donc il y a en quelque sorte une fêtière, il y a beaucoup de sous-fonds. 19 de ces fonds sont actifs, tous ces sous-fonds, sous cette fêtière. Il y en a 93 en tout. Un certain nombre d'entre eux sont les fonds du marché monétaire dont on a parlé, parce que nous savons tous qu'ils sont d'intérêt particulier, étant donné nos discussions sur les titres publics. Ensuite, vous avez les fonds de titres à revenus fixes, les fonds de placement et les autres. Là, c'est pour vous montrer la taille du secteur des fonds au Kenya. Là, c'est en shilling, mais en ce qui concerne les dollars, je peux vous donner une certaine comparaison. En mars 2018, il y avait environ 500 millions de dollars américains, mais il y a eu une croissance de ces actifs qui se sont retrouvés à... Ici, vous pouvez voir que dans le marché kényan, la plupart des fonds, la plupart des actifs se trouvent dans les fonds du marché monétaire, en particulier les titres publics, bien entendu, des dépôts à terme et ainsi de suite. Et j'aimerais également vous parler du seuil d'investissement parce que comme vous le savez, les investissements collectifs en Kenya, nous avons mis en place une limite pour chacun des actifs dans lesquels ils peuvent investir sous le fonds de placement collectif. Vous pouvez voir que vous avez d'abord les titres qui sont cotés. Vous avez également des investissements à l'étranger. Vous avez les sécurités non cotées, 25%. Certains investisseurs institutionnels qui font partie, qui investissent dans les actions privées.
Bien entendu, il y a un risque ici, il faut comprendre la structure même. Vous verrez également qu'il y a également 25% d'exposition pour les autres projets de placement collectif. Ça, c'est pour ceux qui sont enregistrés au Kenya, et dans d'autres pays, ça peut être par exemple un fonds qui se trouve dans la région de l'UMOA, qui peut également être reconnu au Kenya. Donc, bien entendu, il y a des dispositions dans la loi qui permet aux régulateurs de reconnaître déjà d'autres fonds dans d'autres pays. It's really just a quick highlight on the Kenyan market, and this now is where I'd like to zone in on the challenges that have been. Juste parler des différents défis qui ont été rencontrés, et j'espère que l'on pourra en tirer des enseignements pour l'avenir. Et donc, les principaux défis, d'abord, vous avez les seuils dont je viens de parler, qui sont parfois assez prohibitifs, ce qui fait qu'il est assez difficile de créer des fonds innovants. Pour ce qui est des fonds équilibrés, tous ces différents fonds, comme on en parlait un peu plus tôt, dans la sous-région, il y a réellement besoin de lever les capitaux de long terme pour le développement des infrastructures, par exemple. Et pour ce qui est des fonds innovants comme les obligations pour les infrastructures, ils sont très difficiles à créer. Parce que lorsque les réglementations étaient faites, ce type de fonds innovants, tels que les fonds de créance pour les infrastructures, ils n'étaient pas réellement prévus, mais ils sont nécessaires pour le développement. Donc, il faut davantage de seuils flexibles. Et il ne faut pas qu'il y ait de rigidité. Et, par exemple, 80%, forcément, il peut y avoir d'autres instruments qui pourraient être inclus. Je pense notamment au problème des infrastructures, notamment. Et ensuite, un autre défi qui a été identifié, par exemple, ce qui est des fonds de marché monétaire qui sont très populaires, environ 90% qui concernent ces fonds. Et il est néanmoins très difficile pour un investissement d'y avoir accès parce que la manière dont les performances sont décrites vont par il y a différentes formes de rapports qui sont faits là-dessus. Donc, parfois, il peut être très, très difficile de comprendre, ne serait-ce que de comprendre, même de construire des éléments de comparaison. Donc, il est important de revoir le cadre réglementaire pour voir clairement comment est-ce que ces éléments de comparabilité peuvent être faits. Parce qu'en tant qu'investisseur, j'aimerais voir lequel est le mieux et lequel est le plus performant. Par exemple, pour voir comment, en tant que particulier également, je puisse canaliser, mobiliser mes fonds. Ensuite, il y a une absence de clarté par rapport à la constitution des fonds de marché monétaire. On est d'accord que ces fonds de marché monétaire incluent les titres à court terme, les titres publics à court terme, ainsi que d'autres instruments à court terme, mais il n'est pas clairement indiqué dans la législation. Il nous faudrait bien voir comment les investisseurs parfois se mettent dans des situations à risque. Ils vont donner leur argent aux gestionnaires de patrimoine, ils vont investir dans ces marchés dans les fonds de marché monétaire. Et parfois, nous savons que cela peut inclure la propriété qui n'est pas un fonds liquide, un titre liquide. Et donc, c'est pour rendre liquide rapidement cet investissement, cela n'est pas évident. Il faut que ce soit clair de voir quel type d'actifs est-ce que les fonds de marché monétaire doivent inclure, parce que l'investisseur doivent bien savoir où ils mettent, comment ils investissent et si leurs capitaux sont sécurisés. Et parfois, le processus et du point suivant, le processus d'enregistrement peut être assez, en gros, assez difficile à suivre. Les différentes étapes peuvent être assez contraignantes.
Ensuite, point suivant, pour le cas du Kenya, la structure des fonds comprend beaucoup d'acteurs. Donc, vous avez gestionnaire du patrimoine, vous avez le responsable de la garde, et on ne sait pas toujours qui doit faire quoi. Et il faut, je pense, davantage de clarté pour éviter des situations, comme on l'a vu dans certains cas, où lorsqu'il y a un problème, la personne qui doit être responsable va déléguer ses responsabilités et se dira ainsi qu'elle n'est pas vraiment tenue de rendre compte de certains dysfonctionnements. J'ai également parlé des options de fonds assez limitées. Il est possible, je pense, de créer beaucoup d'autres fonds, par exemple des fonds immobiliers, des fonds de propriété immobilière. Et j'ai également parlé du fait que certains investisseurs sont exposés à ce que je peux décrire comme des actifs toxiques, des investissements collectifs. C'est assez fréquent, mais parfois, certains profitent de cela pour créer des structures qui sont en apparence régulées, bien réglementées, mais qui ne le sont pas, et donc exposent les investisseurs à un certain nombre de pertes. Donc, il faudrait voir qu'est-ce qui doit être réglementé et ce qui ne doit pas l'être, parce que si ces fonds, certains ne sont pas réglementés, je pense que cela pourrait affecter fortement justement la partie formelle qui, elle, est bien réglementée et pourrait éroder la confiance de l'investisseur. Il est également important de faire une distinction, différencier le type de fonds que les grands investisseurs qui peuvent prendre d'énormes risques comparés aux particuliers. Certains fonds, par exemple, un exemple de l'infrastructure, un fonds d'infrastructure qui peut être très à risque, présenter un risque énorme pour un particulier, mais qui peut être attrayant pour un investisseur chevronné. J'aimerais également parler à présent des tendances émergentes actuelles qui, je pense, méritent une réflexion. Et on assiste à une certaine démocratisation de ces actifs. Et bien sûr, il faudrait penser, dans ce nouveau paysage, penser au fintech, au paysage de fintech. Et je pense au fonds Makiba, qui est un titre public, un canal de distribution de titres publics à travers les téléphones portables. Et une des choses à voir, c'est qu'il y a plus grand accès à ces titres publics à travers les téléphones portables. Cela peut également être utilisé pour les fonds collectifs. Il y a également eu un certain nombre de transactions financières qui ont lieu par l'intermédiaire du portable. Et je pense que les gestionnaires de patrimoine peuvent voir comment est-ce que l'on pourrait intégrer ce type de programme. Ensuite, pour ce qui est de la durabilité et des questions de ESG, il s'agit de voir comment est-ce que les investisseurs institutionnels pourraient être davantage plus actifs pour voir comment investir dans les actifs qui sont cotés. Et il y a un certain nombre de sociétés qui sont cotées et d'autres qui peuvent ne le sont pas dans certaines autres régions. Et cela, je pense, pourrait aider à encourager une plus grande présence de certains fonds et de certaines entreprises. Pour ce qui est des fonds spécialisés, il y a différents types de fonds dont on pourrait avoir besoin en Afrique.
notamment pour les infrastructures ou pour les besoins de développement sur le long terme. Vous avez notamment les fonds immobiliers, vous avez les fonds de créance pour les infrastructures, etc. Et juste pour noter un petit peu, pour ce qui est des fonds collectifs, je pense qu'il y a une opportunité pour ce qui est de l'épargne à long terme, qu'elle puisse être mobilisée d'une manière ou d'une autre pour que l'on puisse agrandir cette base institutionnelle. Ce qui est des retraites et de l'assurance, notamment, je pense que cela pourrait soutenir les flux de capitaux, notamment pour ce qui est de ces fonds. Également, ce que j'aimerais ajouter pour ce qui est des fonds collectifs en Afrique subsaharienne, bien sûr, vous avez l'éducation financière et la sensibilisation concernant ce type de programme. L'éducation financière est assez faible et ces fonds collectifs ne sont pas du tout nouveaux. Ils ne sont pas nouveaux en tout cas. Et cela se fait effectivement en Afrique, mais il faudrait peut-être mieux faire comprendre les différences entre ces différents types de programmes collectifs. Et j'ai parlé du cas du Kenya. Et dans notre marché, on voit également d'autres problèmes tels que le problème du traitement fiscal et la transparence également, pour attirer davantage d'investisseurs, mais dans certains marchés, cela n'est pas forcément le cas. Donc, il serait parfois un peu plus difficile de promouvoir certains produits. Également, le niveau d'épargne peut être un obstacle. J'ai également parlé des actifs toxiques. Et un autre point important est le niveau de développement de la place boursière. Si l'on n'a pas de place boursière très liquide, donc on n'aura pas de fonds d'investissement assez solides. Et également, l'autre point est l'accès à la distribution. Il faudrait voir comment distribuer ces produits aux investisseurs. Je pense notamment aux particuliers. Si cela ne se fait qu'à travers le gestionnaire de patrimoine, imaginez quelqu'un qui n'est pas dans une zone citadine ne puisse pas avoir accès aux gestionnaires, peut-être à travers des filiales bancaires pour améliorer l'accessibilité de ces fonds. Et cela, bien sûr, nous ramène à la souplesse au niveau des fonds marketing. Que l'on puisse passer à travers différents canaux pour aider les investisseurs à mieux comprendre le système. Et pour terminer, j'aimerais juste ajouter certaines opportunités de développement que l'on pourrait inclure. Ça nous ramène encore une fois au cadre réglementaire. Parfois, il y a des obstacles par rapport à ces législations, notamment les cadres trop rigides. Il s'agirait de voir comment améliorer le marché et le rendre un peu plus favorable. Ensuite, nous avons les liquidités sur le marché. Et j'ai également parlé d'éducation financière. Je pense qu'il faudrait que les investisseurs institutionnels puissent avoir davantage de place dans cet espace. Et nous avons également la question de la spécialisation de la gestion des fonds. Il nous faudrait d'avoir davantage de spécialisation dans certains types de fonds. Et je pense encore à ces fonds dédiés aux infrastructures. Également, vous avez les capitaux privés, encore une fois, qui pourraient intervenir. Il faudrait voir comment travailler sur ce cadre réglementaire
comment pouvoir l'étendre à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne et voir comment appuyer ces fonds de retraite pour davantage accroître l'investissement dans l'infrastructure, par exemple, à travers des structures de fonds ou d'autres structures qui pourraient permettre de mobiliser du capital à long terme vers promouvoir le développement des infrastructures. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là et je suis ouverte à des éventuelles questions. Merci. Marie vient de nous présenter plusieurs aspects de l'évolution de la gestion collective, notamment au niveau du Kenya. Donc, à travers sa présentation, nous avons des informations pertinentes sur le poids de la gestion collective dans le PIB de plusieurs pays, au niveau africain et au niveau d'autres continents. Nous avons eu également les présentations de différents types de fonds, notamment les fonds monétaires qui aujourd'hui sont prépondérants au niveau du Kenya, obligataires, les fonds mixtes, les fonds islamiques aussi et des fonds panafricains. Des défis qui ont été relevés au niveau de leur place financière et également la cartographie des investisseurs. Nous reviendrons tout à l'heure, Marie, vers vous pour échanger sur la disparité au niveau de certains pays africains et l'impact de la gestion collective en Afrique. Nous avons également sur ce panel une banque et une société de gestion et d'intermédiation. Il est intéressant d'avoir une analyse de l'état des lieux, de leur participation à la dynamisation des titres publics. Isidore, si tu peux nous faire le point de l'apport des sociétés de gestion et d'intermédiation dans la structuration d'émissions de titres publics et la participation au niveau du marché du titre public, notamment par adjudication. Merci beaucoup, Marie-Odile, et encore bonjour à tous. Je pense que l'exposé de Mary a été assez édifiant, surtout sur la place que joue la gestion collective sur le marché de la dette publique. Et le cas du Kenya est assez édifiant. C'est vrai que sur notre marché, la gestion collective a démarré un peu tardivement et il n'est pas aussi profond que celui qu'on a constaté au niveau du Kenya. Par contre, au niveau des SGI, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des sociétés de gestion et d'intermédiation de l'Union, nous constituons un peu, je dirais, le lien entre les différents acteurs du marché, entre les émetteurs, entre les investisseurs institutionnels, entre les particuliers. Et donc, le thème de notre exposé est assez intéressant de savoir comment élargir cette base-là d'investisseurs institutionnels, surtout sur le marché de la dette publique. Vous avez donné vous-même en introduction les montants qui ont été levés en 2020. On parle d'environ 2000 milliards qui ont été levés sur le marché financier, en parlant du marché obligataire, et environ près de 6 000, vous avez dit 6 000 milliards sur le marché monétaire. Parce que, soit dit en passant, les SGI également ont la capacité maintenant d'intervenir, la possibilité, l'autorisation d'intervenir sur le marché monétaire. Donc, ce qui fait que ce sont des sommes très importantes. C'est vrai que le marché monétaire est très important par rapport au marché financier en termes de levée de fonds, mais le thème qu'on propose est assez intéressant de savoir, la réflexion de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut approfondir les investisseurs institutionnels. Donc, l'expérience de société de gestion est assez intéressante et je dirais surtout celle du groupe Banque Atlantique. C'est vrai que présentement sur le marché, nous avons tenté différents types d'emprunts. Il y a les emprunts classiques que les États émettent quotidiennement. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est l'un des gros joueurs sur la place pour pouvoir financer son développement, financer son budget. On a eu quelques opérations de diaspora bonds, des obligations qui ont été émises pour pouvoir attirer la clientèle extérieure. Mais il y a également un produit qu'on a commencé à tenter sur le marché qui, selon moi, pourrait élargir de façon très nette
la base des investisseurs institutionnels, c'est commencer à émettre des obligations, je dirais, dédiées. On a tenté une belle expérience ici en Côte d'Ivoire en émettant un emprunt obligataire qu'on pourrait qualifier de green bonds, comme disent nos amis anglophones, donc d'emprunt vert. Et l'engouement a été immédiat. On a été surpris de voir de nouveaux investisseurs qui intervenaient, je dirais, timidement sur les emprunts classiques. Ceux-ci ont mis des tickets beaucoup plus importants juste sur le fait que l'emprunt qui était structuré était dédié à un projet bien précis et que le remboursement de l'emprunt était séparé de la caisse publique de l'État. Et je pense que l'intérêt a été manifeste. Le montant recherché ont été atteints en moins d'une semaine. Et donc, cela a été intéressant pour nous et nous avons ainsi conseillé l'État de Côte d'Ivoire d'aller dans ce sens. Ça ne devrait pas empêcher l'émission d'emprunts classiques qu'on a l'habitude de voir sur le marché, mais d'aller beaucoup plus vers ces emprunts dédiés, là, ces project bonds d'une part, ces green bonds d'autre part, qui permettraient d'atteindre de nouveaux investisseurs parce qu'ils se sentent beaucoup plus concernés. Parce qu'ils savent exactement, je dirais, l'objet de la levée de fonds. Donc, c'est une expérience qui a été menée l'année dernière en Côte d'Ivoire et qui a été très concluante. Je suis certain que, appliquée dans les différents pays de l'UEMOA, ça pourra facilement élargir la base des investisseurs institutionnels. Sinon, comme vous l'avez dit, les SGI jouent un rôle fondamental dans le marché. Ce sont les SGI qui permettent de relier les émetteurs au marché, de relier les institutionnels au marché. Et donc, plus ces SGI-là seront amenés à développer des produits, je dirais pas vraiment innovants, parce que ce sont des produits qui existent sur plusieurs marchés. Et le cas du Kenya nous l'a montré tout à l'heure. Il suffit juste que notre régulation le permette afin qu'on puisse développer ce genre de produits-là. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce point. Merci beaucoup, Isidore. Donc, Babacar, du point de vue de la banque, qu'est-ce que vous avez comme analyse de la position des banques en tant que distributeur de titres publics et qu'est-ce que vous préconisez comme voies et moyens pour améliorer l'appropriation des titres publics par les institutionnels? Merci beaucoup, Marie-Odile. Alors, je vais peut-être d'abord partager une expérience personnelle, de voir comment le traitement des titres publics est fait par e-bank et quelle est la problématique que nous avons aujourd'hui. Je pense que lorsqu'on regarde pour moi, lorsqu'on regarde les titres publics, le début de la chaîne, ce sont les États. Et je pense que lorsqu'on analyse les chiffres sur les montants émis sur les titres publics depuis 2000, je pense que les titres publics ont permis de répondre à un grand nombre de besoins des États. On est passé de 2001 à 2006, on arrivait difficilement à atteindre des montants émis de supérieurs à 500 milliards. En 2009, on dépasse la barre du milliard émis sur une année. En 2010, on dépasse la barre de 2000 milliards. Et en 2020, on dépasse la barre de 6 000 milliards émis sur une année, avec bien sûr un contexte particulier en 2020 avec les bons Covid, où le montant peut être un peu trompeur parce qu'il prend en compte un effet de renouvellement des émissions. Donc, un marché qui, je pense, depuis sa création, a permis de répondre aux besoins des États. Un marché qui s'est standardisé, qui a permis aux États, et j'ai entendu les commentaires tout à l'heure sur les durées des émissions, qui a permis de mobiliser de la ressource sur des durées plus longues. J'ai ressorti le tout premier bulletin statistique 2016 qui indiquait une durée moyenne des émissions de 1,5 ans. Je regarde le dernier bulletin statistique de 2019 où on voit que le montant moyen, la durée moyenne de vie des émissions est passée à 3,5 ans. Donc, en l'espace de 4 ans, on a plus que doublé
la durée de vie moyenne des titres. Donc, pour les États, je pense que ce marché a répondu à beaucoup de problématiques. Ensuite, au niveau des investisseurs, effectivement, les banques représentent 90% de ces investisseurs pour différentes raisons. La place des titres dans le bilan des banques, chez nous, c'est à peu près, de manière globale dans l'Union, c'est à peu près 23% du portefeuille des banques. Donc, au niveau des emplois, sont constitués de titres. Pour ça, on a plusieurs raisons. Je pense d'un point de vue prudentiel, d'un point de vue gestion de la liquidité. Ensuite, vous avez différentes banques qui vont apprécier le traitement qu'ils vont faire des titres au quotidien de manière complètement différente. Je pense que une fois qu'on a traité la problématique de gestion de liquidité et du fait d'utiliser les titres comme un moyen de placer la liquidité, c'est de dire comment on traite ce portefeuille au quotidien. Moi, en 2016, quand je suis arrivé à la BDK, on avait fait le pari de proposer à nos clients de leur offrir des titres publics et de dire que à partir du moment où un client ouvre un compte à la BDK, il a automatiquement droit à un compte de titre public et il peut librement transiger à l'intérieur de ce portefeuille, soit directement au moment d'une émission primaire, soit lorsqu'il veut déboucler une position sur le marché secondaire. Et ce qui s'est passé, c'est que au départ, vous avez des marchés des clients institutionnels, des assureurs, des clients privés qui ont une capacité de placement qui est assez importante, et vous développez cette expertise de distribution et qui, je pense, a encore un potentiel assez intéressant. Je pense que la difficulté, c'est lorsque vous commencez à élargir votre réseau bancaire et que vous allez vers du mass market. Vous tenez le même discours, mais vous avez une contrainte, c'est que vous êtes de plus en plus sollicité par des clients qui veulent acheter 500 000 francs, 600 000 francs. Et les banques, en tout cas la nôtre, n'a pas forcément mis en place un dispositif qui permette de répondre au mass market. Donc, on a développé une capacité de distribution, mais une capacité de distribution au sein d'un groupe restreint. Et tout d'un coup, on est confronté à une problématique de distribution sur une base de clientèle beaucoup plus large. Ça, je pense que ça appelle, pour beaucoup, on doit réfléchir à cette question-là, c'est que, et je pense aux banques des gros réseaux, je pense qu'il est peut-être plus simple pour ces banques de distribuer des parts d'OPCVM ou des parts de SICAV que de vendre des titres. Parce que voilà, la facilité avec laquelle vous vendez une part de SICAV, lorsqu'il s'agit de titres, avec toutes les problématiques derrière que vous avez d'un point de vue organisation, back-office, système d'information, on rentre dans des enjeux où la banque n'a pas forcément intérêt à vendre directement des titres, mais plutôt à vendre des parts d'OPCVM, donc à aller vers des personnes qui font de la gestion d'actifs. Ça, c'est une chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chaque banque a sa perception de ce marché, chaque banque a une stratégie pour savoir comment est-ce qu'il faut tirer le maximum de ce marché des titres publics. Après, bien sûr, cette stratégie-là, elle a évolué dans le temps et je pense que 2020 a été une année assez intéressante où, à cause de la crise sanitaire, on a vu des taux d'intérêt sur les titres publics baisser. Et on a vu, et j'imagine que là, les chiffres seront présentés à un moment, on a vu une explosion des transactions sur le marché secondaire. Pour moi, ça veut dire que les agents économiques finissent toujours à un moment par s'adapter. Et je pense que ces opérations qui sont faites sur le marché secondaire ont été le résultat de cette tendance très forte qu'on a vue sur les taux d'intérêt et de pouvoir d'une manière ou d'une autre tirer profit de ces mouvements-là. Je pense que sur les pistes de réflexion, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'atteindre les investisseurs institutionnels, aujourd'hui, les investisseurs institutionnels ont dans leur portefeuille, et je pense qu'on doit tenir compte de tout ce qui est engagement réglementé, ils ont des DAT. J'ai envie de dire que ces DAT sont au sein d'une banque qui, elle, va sur les marchés des titres publics. Ils ont des titres publics directement. Je pense que
on a aujourd'hui une poche de liquidité qui est sur les titres et de transférer la contribution des banques vers la contribution des autres investisseurs institutionnels ne va pas forcément approfondir le marché. On va juste prendre de l'argent à l'un pour le donner à l'autre. C'est que le placement qu'une banque allait faire, lorsqu'un DAT n'est pas fait, peut-être que c'est pour acheter des titres, mais c'est le même montant qui atterrit sur les titres. Donc, moi, il y a un thème que j'ai envie de soulever, c'est la problématique de la bancarisation. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'aller travailler en local sur le taux de bancarisation n'est pas un moyen d'élargir l'assiette de liquidité disponible sur les titres publics? Et je pense que là, effectivement, les banques et les asset managers ont un rôle à jouer. Donc, ça, c'est la partie liquidité en régional. Et après, bien sûr, il y a la partie aller chercher la liquidité à l'international. Et donc, ça, c'est comment est-ce qu'on va chercher les investisseurs internationaux. Donc, voilà un peu les premiers axes de la première contribution que je voulais faire. Et on pourra avancer sur ces réflexions. Merci beaucoup. Oui, merci, Babacar. Donc, autant ta contribution, Maïri et Isidore, nous permettent vraiment de revenir sur le point des produits innovants. Donc, l'expérience que Isidore a présentée sur le financement à travers une opération de green bond est très, très intéressante et trouver également des solutions quant à la possibilité d'attirer des investisseurs étrangers. Donc, Isidore, à travers cette opération, est-ce que sur la base des investisseurs que vous avez pu obtenir, vous avez donné l'expérience vraiment en indiquant que vous avez pu toucher des investisseurs qui ne venaient pas sur le marché et d'autres qui ont répondu de manière beaucoup plus significative? Est-ce que vous avez pu toucher également, toujours sur le point de liquidité dont Babacar vient de parler, ce point des investisseurs-là? Et est-ce que vous pensez réellement que c'est un point fondamental, la création de nouveaux produits, pour élargir la participation des investisseurs, notamment institutionnels? Merci beaucoup, Marie-Odile. Et je pense que oui, je répondrai vraiment sans embâche en disant qu'effectivement, oui, ce genre de produit innovant a l'avantage, je dirais, d'impliquer les investisseurs, de rendre les investisseurs institutionnels plus sensibles aux produits. C'est bien, l'État peut lever 100 milliards et indiquer sur la note d'information que les 100 milliards serviront à financer des projets d'infrastructure de façon générale, ou voilà, des projets routiers, des projets pétroliers. Ça reste, je dirais, relativement intéressant, mais un peu vague. Le constat que nous avions eu, c'est que le fait d'avoir identifié un projet bien précis et avoir encouragé l'État à accepter d'orienter la levée de fonds pour ce projet bien précis a suscité un intérêt manifeste de la part de certains investisseurs. En plus que c'était un projet, je dirais, on dit aujourd'hui un projet vert, c'était la réhabilitation d'une décharge en jardin public située en plein cœur des quartiers résidentiels d'Abidjan. Tout le monde s'est senti un peu concerné en me disant, ben, en fait, j'habite non loin de cette décharge-là, ben, si elle doit être transformée en un jardin public avec un aménagement, etc., avec de la biomasse, tout le monde s'est senti relativement concerné et je ne vous cache pas que le dossier a été bouclé, comme je dis, en moins d'une semaine. Certains institutionnels étrangers ayant eu vent de cette information nous ont approchés, mais l'opération était déjà bouclée. Donc, on leur a fait comprendre qu'il y aurait une deuxième phase en 2021 et je pense que pour la deuxième phase, ces investisseurs-là pourront prendre part à l'opération. Mais pour la première phase, elle s'est bouclée rapidement et comme je disais, certains institutionnels qui ne venaient même pas sur le marché ont pris des tickets et ceux qui étaient là avant avaient voulu prendre des tickets beaucoup plus importants. Ce genre d'opération, malheureusement, ne peut pas avoir de sursouscription puisque c'est un projet bien précis, un montant bien identifié. Donc, à la fin de la semaine, on a dû, comme je dis, stopper l'opération parce qu'on aurait eu une sursouscription
et on n'avait pas le droit de prendre un montant supplémentaire puisque le projet est bien calibré. Mais l'engouement est tel que je suis certain que dans les différents pays de l'Union, plus on ira vers ces produits innovants, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas trop le terme innovant parce que ce sont des produits qui existent sur tous les marchés de la place du monde. Malheureusement, nous sommes encore un peu en retard là-dessus, mais ce sont des produits qui existent. Il suffit juste que la réglementation l'autorise pour qu'on puisse avoir sur le marché des green bonds, des social bonds, etc., qui sont des emprunts obligataires dédiés avec un mécanisme de remboursement clairement défini. Mais l'expérience a été très concluante et j'encouragerai fortement les États à aller dans ce sens-là parce que ça élargit de façon très nette et très claire les investisseurs institutionnels. Merci beaucoup. Effectivement, Marie a soulevé ce point-là dans le cadre des perspectives, notamment le financement des infrastructures et le mode de financement à impact social. J'aimerais aussi que Marie puisse nous dire, est-ce que ce type d'opération a été expérimenté au niveau du Kenya et est-ce que ça vous a permis de voir de manière significative l'élargissement de la base des investisseurs et surtout, est-ce que ça vous a permis aussi de capter des investisseurs internationaux sur ce type d'opération? Thank you very much, Marie. Merci beaucoup, Marie-Odile, pour votre question. Alors, ce que je peux dire à mon niveau, c'est qu'au Kenya, l'une des choses que nous allons pouvoir, certains des nouveaux produits qui ont été introduits, tels que les obligations vertes, les green bonds, ou encore les fonds d'investissement dans l'immobilier. La plupart des investissements dans les obligations vertes, en particulier les green bonds, sont faits par des investisseurs étrangers. Donc forcément, ça attire les investisseurs étrangers qui investissent de manière quand même considérable dans ces obligations vertes. Et je crois que l'on le voit à travers différents marchés tels que le Nigeria également, avec le développement du cadre de régulation des fonds, des obligations vertes. Bien entendu, des investisseurs étrangers, des investisseurs institutionnels qui sont intéressés en particulier par ces types d'actifs, qui sont très actifs au sein de ces marchés. Mais je crois qu'il faudrait que l'on fasse plus pour pouvoir encourager et donner vraiment travailler et renforcer les capacités des investisseurs locaux pour qu'ils puissent s'intéresser à certains de ces produits. Peut-être qu'il faut que l'on puisse plus les engager les directeurs de ces fonds pour s'assurer qu'ils comprennent ou sinon encore les administrateurs de ces fonds pour qu'ils vraiment comprennent ces produits et pourquoi il faudrait investir dans ces produits. Vraiment prendre une approche assez conservatrice pour pouvoir investir dans ces nouveaux produits. Mais je crois qu'un autre point que j'aimerais rajouter, c'est que je crois qu'il est nécessaire que l'on s'intéresse aux opérations de manière holistique. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des réglementations qui ont un impact sur l'investissement, qui rend l'investissement assez difficile dans certains secteurs tels que l'investissement par exemple ou les actions privées. Et je crois qu'il y a de l'espoir, bien entendu avec certaines limites, parce que nous savons que certains de ces fonds de pension, il est très important de s'assurer qu'il faut gérer les risques, contrôler les risques. C'est ce que moi je voulais vous dire. Merci Marie-Odile. Thank you, Mary. So, how do you explain the high level of the monetary fund? Comment est-ce que vous voyez les hauts niveaux de fonds monétaires au Kenya? Merci encore une fois.
Alors oui, en effet, comme vous l'avez déjà dit, je crois que 90% d'exposition pour les marchés monétaires au Kenya, c'est très élevé, bien entendu, mais il existe plusieurs raisons pour cela. Premièrement, nous avons des investisseurs qui s'interrogent à des taux d'intérêt plus intéressants pour eux. Les marchés les marchés monétaires sont très sécures. Il y en a certains qui veulent juste préserver leurs capitaux et qui reçoivent des recettes raisonnables, qui préfèrent investir leur argent plutôt que de le mettre leur argent dans leur banque à cause des taux d'intérêt plus bas. Donc, laissez-moi juste vous donner par exemple l'exemple de ce que l'on a pu voir au début de 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. À la fin du mois de mars 2020, quand vous comparez les actifs sous gestion entre mars et juin, il y a eu environ une augmentation de 50%. Donc, cela veut dire que les investisseurs étaient en train de liquider leurs investissements un peu plus risqués et mettaient l'argent dans des fonds du marché monétaire. Et donc, je crois que pour eux, c'est un endroit sûr pour mettre leur argent et en quelque sorte, ils réduisent leur exposition au risque. Et je crois également que si on s'intéresse à la bourse, on se rend compte qu'il y a une concentration assez élevée de certaines entreprises qui échangent sur ce marché et le reste pas du tout. Et donc, on se rend compte que cela a bien entendu limite la croissance du fonds, la croissance des fonds d'action. Et je crois que également dans les fonds des marchés monétaires, la liquidation est beaucoup plus facile. Également, il y a la question des coûts. Je m'intéressais récemment au coût des différents investissements dans différents fonds, que ce soit les frais initiaux pour pouvoir rejoindre le fonds. On s'est rendu compte que dans certains fonds au Kenya, les frais sont très élevés. Je crois que les investisseurs ne comprennent pas forcément quelle est la différence entre l'investissement dans un fonds et l'achat, par exemple, de bons de trésor directement de la banque centrale. Quelle est la différence? Et donc, je crois que certains, des fois, décident d'aller directement, et je crois que ce n'est pas forcément commun, bien entendu. La plupart des investisseurs qui investissent dans les titres publics le font à travers le marché monétaire, bien entendu. Donc, je crois que c'est ce que je peux vous dire sur ce point précis de l'exposition. Merci. Babacar, je pense que ce point-là rejoint également, l'analyse de Marie rejoint le point sur la forte implication des investisseurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir ton point de vue, je reviendrai tout à l'heure sur Isidore par rapport également au SGI, sur le comportement des investisseurs du point de vue de l'épargne dans la période de mars à juin, parce qu'on a vraiment senti sur le marché des capitaux un réel changement de comportement. Comment vous l'avez senti en tant que banquier? Est-ce que vous avez senti une augmentation des dépôts? Et comment vous avez senti le comportement des investisseurs, autant sur la partie dépôt bancaire que sur la partie aussi marché financier, comme Marie l'a dit tout à l'heure? Est-ce qu'il y a eu un intérêt fort pour les produits à taux au détriment de la partie sécurité? Comment vous voyez ça? Alors, je vais peut-être répondre en tant que nous-mêmes investisseurs. Je pense qu'une banque est un investisseur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? On nous dit qu'on est dans une crise économique. On
on comprend que la Banque centrale met en place un dispositif pour accompagner les entreprises et essayer un peu de limiter l'impact que pourrait avoir les défauts, la contagion, les provisions, le coût de fonds propres et la solvabilité de la banque. Et je pense que, à ce moment, je pense que les banques se demandent même, est-ce que je continue à faire du crédit ou est-ce que je vais vers des actifs beaucoup moins risqués? D'accord? Et je crois que le mouvement qu'on a vu sur les taux d'intérêt sur les titres publics, personnellement, je considère que c'est un peu la course vers la qualité. C'est-à-dire qu'on va tous, en période d'incertitude, on va vers les actifs les moins risqués. Et je pense que le mouvement sur 2020 au niveau des banques s'explique en partie par ces phénomènes-là. Sur la différenciation entre titres publics et DAT, je pense qu'au niveau de notre clientèle, on n'a pas vraiment eu de mouvement de réallocation d'actifs entre les DAT et entre les titres publics, parce que je pense que les gens considèrent que les placements auprès d'une banque restent quand même un placement sûr. Donc, pas de réallocation d'actifs entre les DAT et les titres, mais beaucoup de questions sur quel est notre avis sur le marché action, quel est notre avis sur les risques de défaut. Et c'est là où nous, en tant que banque, même si nous avons opté pour avoir un agrément de banque teneur de compte, cette analyse fine du marché action, on ne l'a pas. Et donc, on a eu tendance à rediriger nos clients vers les SGI qui ont ce savoir-faire, qui ont de l'expertise sur le marché action, qui ont la recherche qu'il y a en face. Mais je pense que c'est toujours paradoxal de se dire qu'on est dans un contexte de crise et on voit les taux baisser. En tout cas, les taux des titres publics. Mais ça, c'est parce que je pense que le coût de la liquidité au niveau de la Banque centrale a baissé. On est passé de montants qui variaient entre 3, 4, 50 à un taux fixe qui était à 2% pour accompagner un peu l'économie. Donc, vous avez ce qu'on voit, c'est une vraie… Pour moi, c'est le vrai travail de mesurer le risque et d'arriver à mesurer correctement le risque sur les différentes classes d'actifs, sur du crédit, sur du DAT, sur les actions, sur les titres publics. Donc, peut-être que ce qu'on a vu en 2020, c'est ce qui finalement devrait être la norme, c'est d'avoir une vraie différenciation entre le risque et le taux d'intérêt. Donc voilà un peu moi la lecture que j'ai des taux d'intérêt qu'on a pu avoir en 2020 et qui d'après moi va se prolonger sur 2021 notamment. Merci beaucoup Babacar. Donc Isidore, j'aimerais avoir aussi ton avis sur l'amélioration de la collecte durant le deuxième trimestre 2020 et voire même le troisième trimestre également du point de vue du marché financier. Et également revenir sur un point que Mary avait évoqué dans sa présentation, l'utilisation des fintech dans l'amélioration de la distribution. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important pour améliorer la masse des investisseurs? Nous sommes restés sur ce panel sur une orientation institutionnelle. Est-ce qu'il y a lieu d'intégrer dans cette orientation institutionnelle le grand public, sachant que l'institutionnel, si je prends l'exemple de la banque comme BDK, se positionne en tant que grossiste et laissera le soin par la suite de redistribuer au niveau de ses clients particuliers? Quelle est ta lecture par rapport à ça? Écoute, merci beaucoup Marie-Odile. Pour ta première question, je pense que Boubacar a déjà commencé à donner une piste de réflexion pour laquelle je suis entièrement en phase avec lui. L'année 2020 a été assez particulière et plus on s'enfonçait
dans la pandémie. Il faut dire que cette pandémie là, est arrivée sous nos tropiques ici vers le mois de mars. En début d'année, c'était beaucoup plus en Europe. Et c'est vraiment vers le mois de mars, avril que l'ampleur s'est beaucoup fait sentir dans nos pays. Et donc, on a vu de la part de nos investisseurs institutionnels ce départ-là vers des produits refuges. Donc, beaucoup d'entre eux, automatiquement, ont eu ce réflexe-là d'aller vers le marché obligataire, rechercher des emprunts souverains, parce que ceux-là les voyaient comme étant des produits défensifs, des produits de refuge. Donc, je pense que cela a dû sûrement expliquer cette hausse-là des dépôts, des participations au niveau du marché obligataire, même des particuliers. On a vu au niveau de notre SGI, puisque nous sommes une SGI de banque et donc présent dans tout le mois, on a eu beaucoup de particuliers, des clients VIP qui ont commencé à regarder le marché en, je dirais, cherchant à placer cet argent-là dans le marché obligataire. C'était un peu, je ne dirais pas la débandade, mais je dirais un genre de refuge. Je pense que l'analyse de Boubacar, je suis entièrement en phase avec. Maintenant, le deuxième volet de votre question sur le côté FinTech, c'est clair qu'il faut qu'on aille vers ça. L'exemple du Kenya est édifiant où on voit la part des particuliers dans le marché financier. Et ce qui manque énormément présentement chez nous, la place des particuliers. Et la FinTech permettra, je dis à coup sûr, de pouvoir toucher cette masse-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le marché obligataire est peut-être intéressant, les chiffres que nous avançons sont très éloquents, près de 6 000, 8 000 milliards, mais c'est des gros institutionnels qui font le jeu, les banques d'une part, comme a dit Boubacar, et puis les caisses de retraite, les grosses compagnies d'assurance, les fonds de pension qu'on a dans l'Union qui jouent le jeu. Alors que les particuliers ont une épargne énorme qui est soit en DAT dans les banques ou, je ne dirais pas sous les matelas, mais bon, ils ont une épargne, puisqu'on a un taux de bancarisation qui est très faible, ils ont une épargne, je dirais, éparpillée sous différents aspects. Et donc, ces FinTech-là, auprès des SGI, le marché financier est en train d'évoluer vers ça. On parle bientôt de bourse en ligne. Le Conseil régional l'a autorisé. Autant de produits qui pourraient, petit à petit, nous permettre d'entrer, je dirais, dans le mass market, voilà, le grand public. Et je pense qu'avec ça, on pourrait atteindre, pourquoi pas, les taux éloquents que le Kenya présente. Merci beaucoup, Isidore. Tout à l'heure, effectivement, Mairie avait évoqué également le poids de la gestion collective dans plusieurs pays africains. Et on a bien remarqué vraiment les disparités énormes entre le poids de la gestion collective au niveau du Kenya, au niveau du Nigeria, comparativement, par exemple, au niveau qu'on constate au Maroc et en Afrique du Sud. Mary, how do you appreciate the low weight of mutual funds? Marie, comment est-ce que vous voyez ça dans les pays, à la différence du Kenya et du Nigeria en comparaison avec le Maroc et l'Afrique du Sud? Merci beaucoup Marie-Odile pour cette question. Alors bien entendu, il est assez intéressant de voir comment certains de ces marchés ont différents états, sont dans différents états du moins. Je crois que en Afrique du Sud, par exemple, comme vous le savez, qui est un marché un peu plus liquide,
et que cette liquidité, bien entendu, veut dire que les fonds qui sont établis attirent les investisseurs parce que c'est un marché assez dynamique. Donc, c'est l'une des raisons. Je dirais également que l'exemple du Maroc est très intéressant parce que la plupart, je vous ai dit, comme on l'a dit plus tôt, 90% des actifs sont détenus par les investisseurs institutionnels. Donc, ils ont une exposition assez considérable. Cela veut également dire que le pourcentage par rapport au PIB est plus élevé comparé à d'autres pays, alors que dans d'autres marchés, des investisseurs institutionnels n'ont pas forcément participé à ces projets de fonds de placement collectif. Et donc, dans certains marchés, c'est peut-être la différence clé. Si vous vous intéressez encore une fois au cas du Maroc, vous vous intéressez aux frais. Pour un investisseur qui investe dans un fonds marocain, par exemple, en comparaison à un fonds kényan. Au Kenya, les coûts, dans certains cas, les frais de gestion sont beaucoup plus élevés qu'au Maroc et je crois que, bien entendu, cela est plus intéressant pour le Maroc que pour le Kenya et en particulier en ce qui concerne les investisseurs institutionnels parce qu'ils investissent des sommes considérables. Si vous vous intéressez au Maroc, par exemple, il y a des canaux de distribution pour les fonds qui sont beaucoup plus vastes qu'au Kenya ou encore au Nigeria. Et donc, dans ces pays, vous verrez que les réseaux des banques qui distribuent les fonds sont plus accessibles aux investisseurs. Et je crois que dans ces marchés, encore une fois, il y a plus de participation des investisseurs institutionnels en comparaison. That would be my response to your question. Thank you. Thank you, Marie. Je pense à Babacar Isidore, le point que Marie a dit vraiment sur un aspect fondamental. Est-ce que ce point concernant la distribution n'est pas lié au point évoqué à l'entame de sa présentation qui est l'éducation financière? Quelle est votre appréciation au niveau de notre zone pour arriver à rejoindre un peu des niveaux comme la place marocaine en termes de participation des institutionnels? Est-ce que nos institutionnels ont vraiment pris conscience de l'intérêt des marchés financiers et comment faire aussi pour que des institutionnels tels que les banques arrivent à faire la distribution? J'ai bien compris le point, Babacar, que tu as soulevé tout à l'heure, l'effet d'éviction qui pourrait venir au fur et à mesure de la proposition de ces produits-là. The critical effect that may occur among clients. Babacar, please first before Isidore takes over. I think there are other questions I can see on the floor. Thank you, Maria. I think, well, I'm taking the risk of answering the first, but let me start. I think regarding financial literacy, well, just yesterday, I looked de nos retraites. Et dans le menu, j'ai vu une partie, nos projets immobiliers. Donc, sur le site, en première page du site, elle présente ses projets immobiliers. J'ai parcouru le site et je n'ai vu nulle part mention d'actions ou d'obligations. Et je pense que ça reflète un peu où est le focus aujourd'hui. Je pense que le code CIMA présente les engagements réglementés. Je pense que ces structures ont effectivement des portefeuilles, mais je pense que ce n'est pas systématiquement ce qui est mis en avant. Ou en tout cas,
on ne le met pas en avant comme on met en avant la part de l'immobilier, voilà, un certain nombre d'activités. Par rapport à la distribution, je pense qu'on doit arriver à fixer un peu quel devrait être le rôle de chaque acteur. Je pense qu'on a l'agence Humo à titre et je pense qu'on sait aujourd'hui quel est le rôle de l'agence Humo à titre. Et je pense qu'on a encore peut-être une confusion sur le rôle des banques et sur le rôle des asset managers. Je pense que la banque, pour moi, elle fait du gros. Et quand je dis du gros, c'est oui, elle va parler aux assureurs, elle va parler aux gros clients private lorsque la banque a une offre private. Mais je pense que la structuration des produits d'asset management, l'offre d'asset management, c'est un métier. Maintenant, bien sûr, dans la distribution de ces produits d'asset management, je pense que la banque peut avoir un rôle. Mais je pense que cette ligne, on doit réussir à la fixer et vraiment bien comprendre quels sont les rôles des différents acteurs pour arriver à toucher le mass market. C'est vrai que la réglementation aujourd'hui dans nos pays et la culture que nous avons, nous sommes plus dans des modèles de répartition que de capitalisation. Je pense qu'il y a d'autres pays où très tôt, on a un compte et on commence à investir pour sa retraite. Ce n'est pas forcément le cas chez nous. Donc, je pense que dans cette culture financière, il y a un travail. Mais j'insiste sur le point de vraiment réussir à fixer le rôle de chaque acteur pour arriver à créer un marché le plus efficient possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isidore. Merci, Marie-Odile. Je vais répondre à ta question sous deux aspects, du point de vue des institutionnels et du point de vue des particuliers. Quand je regardais la présentation de Mary, j'ai été assez édifié par la diversité des produits qu'il y a sur le marché kényan. Pour moi, c'est fondamental qu'il y ait suffisamment de produits diversifiés et ça permet aux acteurs, comme dit Boubacar, de pouvoir structurer et atteindre différents types de clientèle. Tout à l'heure, il a parlé de l'immobilier. On est tous conscients dans le marché que le code CIMA impose aux compagnies d'assurance, dans la répartition des actifs, une partie dans l'immobilier. Mais bon nombre de ces compagnies d'assurance nous interpellent au niveau des SGI pour voir dans quelle mesure on pourrait créer d'autres supports, puisque tout le monde est conscient que l'immobilier est un secteur attractif et recherché dans tous nos pays. Quel type de produit on peut créer pour permettre aux compagnies d'assurance de continuer à être dans l'immobilier, mais à travers du papier? Je pense que ce genre de produit-là, il existe sur bon nombre de marchés dans le monde. On n'a pas vraiment besoin de réinventer de l'eau chaude. Ces produits-là, ils existent dans le monde. Il existe des fonds communs de placement immobilier, etc. Donc, je pense que le manque de produits sur le marché contribue également à réduire l'attrait. Aujourd'hui, notre marché financier est né depuis 1998. Donc, on est des adultes, hein, on a quoi, 22, 23 ans. On se retrouve toujours à avoir des actions, des obligations sur le marché, rien d'autre. On n'a pas de produits diversifiés. Donc, quand une compagnie d'assurance me dit, mais Tanoui, je crois en l'immobilier, je vais y aller, mais je ne peux pas parce que le code CIMA me capte à 15-20% de mes actifs. N'existe-t-il pas d'autres produits? J'ai vu ça dans tel marché, j'ai vu ça chez un confrère. Je dis non, malheureusement, il n'y en a pas dans la région parce que la réglementation ne le permet pas pour l'instant. Donc, pour moi, du point de vue pour pouvoir atteindre les niveaux du Kenya, il va falloir qu'on n'ait pas peur d'autoriser différents produits. Et je le dis toujours, ces produits-là ne sont pas innovants. Ils existent sur plusieurs marchés depuis des lustres. Donc, a priori, je pense qu'on est capable de pouvoir les appliquer chez nous
évidemment les ajustant en fonction de notre réglementation. Ça, c'est du point de vue des particuliers, non, des institutionnels. Du point de vue des particuliers, on a tendance à dire que oui, l'éducation financière, nos populations sont un peu hésitantes sur le marché financier. Sincèrement, Madame Kantoussan, moi, je n'y crois pas. Regardez dans nos capitales. On voit nos parents investir sur des PME. Ils prennent des paris sur des chevaux qu'ils n'ont jamais vus, qui courent quelque part à Paris, je ne sais pas sur quel hippodrome. Ils mettent des millions sur ces gens-là sont capables d'interpréter un cheval qui court, de prendre un risque sur le cheval bleu, blanc, rouge. Et on va me dire que ce monsieur-là est incapable de comprendre le marché. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de produits diversifiés qui permettent à ces investisseurs, ces particuliers-là, de pouvoir accéder au marché. Voilà un peu, je dirais, ce que je pourrais donner comme bride d'information ou début de réponse à votre question. Merci beaucoup, Isidore. Moi, j'entends bien ton cri de cœur. Hein. Je pense que le régulateur également est bien en synergie avec les acteurs du marché quant à la nécessité d'accélérer la mise à disposition des textes permettant d'utiliser ces fonds innovants et arriver à un niveau de diversité d'actifs tel qu'on l'a constaté au niveau du Kenya. L'exemple des fonds immobiliers également, c'est très attendu au niveau du marché. Je sais qu'aujourd'hui, en termes même de structuration, les SGO sont dans les prédispositions à pouvoir démarrer ça, mais il faut que les textes puissent permettre d'avancer. Le point aussi concerne énormément les compagnies d'assurance et tout type d'investisseurs cherchant à vraiment aller dans le sens de produits innovants. Donc, parmi les questions qu'on a reçues, la première question est adressée à Meiri, concerne la finance islamique. Michael demande si la dette islamique attire de nouveaux investisseurs ou éloigne-t-elle simplement les investisseurs des marchés intérieurs réguliers? Meiri, cette question est à vous. Thank you so much for that question. Yes, thank you for that question. Oui, merci Michael. Donc, je pense que en réalité, c'est une alternative en tant que produit. Si je prends le soukouk, par exemple, bien sûr, le gouvernement peut délivrer le soukouk ou d'autres obligations classiques. Et donc, je pense que ce n'est en réalité que le gouvernement ou encore des acteurs du privé sont des alternatives qui s'offrent à eux en tant que produit pour revenir aux discussions sur la diversité. Et donc, je verrais cela plutôt comme une opportunité d'ajouter de nouvelles options à l'offre, qu'il s'agisse d'investisseurs institutionnels ou d'investisseurs particuliers. Donc, j'aimerais juste ajouter que c'est une manière de diversifier. Bien sûr, il s'agit donc de voir qu'il s'agisse des investisseurs étrangers ou encore d'autres types d'investisseurs. Il s'agit juste de voir comment est-ce que l'on peut ouvrir de nouveaux types, de nouvelles opportunités pour investir soit dans les produits conventionnels classiques ou dans la finance islamique ou voilà. Merci. Effectivement, nous-mêmes, au niveau du CGF, nous avons expérimenté ces produits qui respectent les principes de la finance islamique à travers 2 fonds communs de placement. Et nous voyons bien que ça a permis vraiment de répondre à l'attente d'un certain type d'investisseurs qui ne voulaient pas venir sur le marché, ne souhaitent pas également déposer au niveau des banques juste parce qu'ils attendent des produits Sharia compliance. Donc, c'est effectivement un point pertinent qu'il faut
améliorer. Et on est ravis de voir que le régulateur travaille dans ce sens-là. Pas plus tard qu'hier, il y avait une formation dédiée à la finance islamique organisée par le conseil régional. Donc, pour dire que les choses sont en train d'avancer pour aller un peu dans le sens de l'attente de Isidore par rapport à la diversité des produits et l'amélioration des textes qui permettent aux acteurs du marché d'avancer. Donc, si on tient compte, en tout cas au niveau de l'UEMOA, de la vingtaine de sociétés de gestion d'actifs qui travaillent sous agrément, et également 114 OPCVM, autant des fonds communs de placement que des SICAV, donc une centaine, et une mobilisation de ressources en encours aujourd'hui de plus de 600 milliards, 665 milliards au troisième trimestre 2020. Ma dernière question, c'est vraiment que vous puissiez nous dire quelle est aujourd'hui votre recommandation, vos recommandations par rapport aux points qu'il faudra retenir, qu'il faudra améliorer pour permettre une meilleure dynamisation du travail des sociétés de gestion d'actifs et améliorer également l'aspect de gestion collective. C'est dommage qu'on n'ait pas eu assez de temps pour aborder ce point de gestion collective, notamment sur l'actionnariat salarié, les plans d'épargne au niveau des entreprises, mais c'est plusieurs maillons qui permettent aujourd'hui aux sociétés de gestion collective de pouvoir réunir une masse d'investisseurs beaucoup plus élargie et de plus en plus en fonction des produits qui sont créés. Donc, en tour de table, je vous laisse le soin en 1 ou 2 minutes chacun de donner vos dernières orientations pour la dynamique des SGO vis-à-vis des institutionnels, toujours dans le cadre de l'élargissement de la base des investisseurs. Donc, je donne d'abord la parole à Isidore, puis Maïri, après Babacar. Merci. Merci beaucoup, Marie-Odile. Je pense que c'est un point assez important qu'on n'a pas pu traiter. Pour répondre à ta question rapidement, je dirais que pour les sociétés de gestion d'actifs, pour pouvoir dynamiser ce secteur, c'est vrai qu'un premier point a été fait. Il y a, comme on a dit, l'importance de la fintech dans la finance qui va permettre d'atteindre, je dirais, une masse assez importante de futurs épargnants. Je pense que c'est déjà un point qui est très positif. Comme deuxième aspect, deuxième solution, c'est ce que je dis toujours, diversifier les produits, avoir la possibilité d'avoir un asset allocation relativement étoffé. Aujourd'hui, Marie-Odile, lorsque vous regardez la performance des fonds, ces sociétés de gestion d'actifs, je dirais qu'ils ressemblent tous à des jumeaux, tellement ils sont, la corbeille dans laquelle ils interviennent est restreinte. Et donc, ils ont quasiment les mêmes performances. Quand vous regardez la profondeur de la répartition de leur portefeuille, ce sont les mêmes actifs qu'ils ont. Mais ce n'est peut-être pas de leur faute parce que sur le marché, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas différents produits dans lesquels ils pourraient se diversifier. Donc, j'insiste encore sur le fait que, un peu comme le Kenya nous l'a montré tout à l'heure, qu'on puisse avoir différents produits et cela va permettre de pousser les compagnies, les sociétés de gestion d'actifs à faire de l'ingénierie, à rechercher des pondérations d'asset allocation au niveau des différents produits qui seront sur le marché. Plus il y aura de produits sur le marché, plus on pourra atteindre certains investisseurs qui aujourd'hui se sentent un peu blasés par ce qu'il y a depuis 20 ans sur le marché, qu'il va falloir innover. Pas innover, il va falloir diversifier, je dirais ça ainsi. Donc, pour moi, les deux pistes, c'est vraiment ça. Voilà. Pousser vers la fintech pour élargir la base
et puis diversifier nos produits. La culture boursière, je pense que nos populations en connaissent bien plus qu'on le pense. Merci beaucoup, Isidore. Mary? Thank you. Merci. Merci, Marie-Odile, pour cette question. Je pense que c'est une question très intéressante. Et peut-être ce que je dirais, ce serait de venir à ce que Babacar a parlé par rapport au rôle des différents acteurs. Par exemple, les acteurs des différents fonds, lorsque l'on parle de la distribution des obligations, dans certains marchés, au Kenya par exemple, je sais qu'il y a différentes autorisations qu'il faut, même pour ce qui est de la réglementation. Est-ce qu'il devrait y avoir une avantage de participation des courtiers, mais il faudrait également être très clair par rapport aux différents rôles dans cet espace. Et je pense qu'il faudrait il serait possible, je pense, de montrer que une bonne distribution des rôles permettrait une meilleure efficacité par rapport aux transactions ou par rapport aux conseils accordés aux clients. Parce que je pense que le problème de l'éducation financière est également très important, non seulement par rapport au rôle, mais également par rapport au coût. Plus particulièrement pour ce qui est de la gestion des patrimoines, je pense qu'il faudrait être très clair par rapport au rôle à jouer et comment être encore plus efficace, sans pour autant rajouter aux coûts déjà existants par rapport aux investisseurs. Je pense que c'est ce que je proposerai comme solution. Merci beaucoup. Alors, j'ai noté sur un bout de papier quelques commentaires. Le premier, c'est que je pense qu'il faut travailler sur le modèle de distribution des asset managers. Je pense que c'est important. Le deuxième, c'est l'exécution. J'ai été ravi il y a quelques jours de passer un ordre pour un achat d'actions. Et c'était la première fois que je n'avais pas besoin d'imprimer le document, de le signer, de le scanner et de le renvoyer. Et je pense que c'est le type de choses qui peuvent freiner les gens. Et je pense que plus le modèle d'exécution sera souple, et je pense qu'on arrivera à attirer les investisseurs au sens large, personnes physiques incluses. L'autre point que je voulais mentionner, c'est la structure de coût. Je pense qu'on doit pouvoir expliquer aux acteurs quel est le bénéfice de chaque stratégie qu'on peut leur proposer. Et je pense que la structure de coût a son importance. Parce que finalement, ce que les gens vont regarder, c'est quelle est la rentabilité qu'ils peuvent avoir en bout de chaîne. Le dernier élément, c'est peut-être faire un commentaire par rapport à l'innovation. Je crois que les titres publics, en tout cas, pour moi, sont le point de départ du développement de tout marché. Et c'est ce que j'appelle, moi, le produit de base vanille. Et qu'on ne peut faire de l'innovation que si le sous-jacent présente un certain nombre de caractéristiques. La liquidité, l'efficience dans la structure des prix, dans l'élaboration des prix. Et je pense que le jour où on aura un marché des titres publics efficient, où tout le monde sera pricé les titres, aucune incertitude, un rendement connu de tous, forcément les acteurs vont devoir trouver de nouvelles poches de rentabilité et de profit, et on va aller vers des produits structurés. Mais on a besoin du produit de base qui soit efficient. Et tant que le produit de base, pour moi, n'est pas efficient, on ne peut pas s'éloigner de ce point de départ de création de marché avec une gamme de produits très diversifiés. Donc voilà les 4 points que j'avais envie de soulever pour terminer mon propos. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est le lieu aussi de rappeler aujourd'hui, toujours dans le cadre de la distribution, que les sociétés de gestion et d'intermédiation aujourd'hui
peuvent accéder à Sagetil et permettre de positionner les adjudications, les soumissions de leurs clients. Et ça, je pense que c'est une grande avancée. Ça permet au SGI d'être sur les deux marchés, autant par adjudication que par syndication. Donc, sur les points que j'ai relevés vraiment en conclusion pour permettre un peu de garder des points de suivi, c'est mettre une grande attention sur la FinTech, diversification des produits également pour permettre vraiment au SGO d'aller davantage dans le sens de l'innovation, le coût d'accès aussi au marché, tenir compte aussi du modèle de distribution et surtout avoir une appréciation de tout ce qui est digitalisation qui permet vraiment de pouvoir accéder à ces produits de manière beaucoup plus facile, une expérience client beaucoup plus souple qui permet à un plus grand nombre, surtout avec cette crise-là, de pouvoir accéder à ces produits sans pour autant se déplacer. Le dernier point, c'est l'efficience. Donc, l'efficience, c'est à tout point de vue. Ça peut concerner autant les produits, les marchés, les acteurs, donc que tout ce système-là puisse fonctionner de manière coordonnée et permettre d'adresser vraiment des réponses claires, simples et pertinentes aux différents participants à nos marchés, qu'ils soient institutionnels, particuliers, et aujourd'hui, on voit aussi les entreprises commerciales et industrielles intervenir sur notre marché financier. Je suis Marie-Odile Sen, DG de CGF Bourse. J'ai eu le plaisir de modérer ce panel avec Mary de FSD Africa du Kenya, Isidore Tanoé, DG de Atlantic Finance, la société de gestion et d'intermédiation et président de l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation, et Babacar Touré, directeur général adjoint de la Banque de Dakar, qui est une banque teneur de compte et une banque très active sur le marché financier. Merci beaucoup à nos panélistes et vraiment chapeau pour les différentes interventions qui ont été très, très brillantes et bravo aussi à UEMOITID pour cette organisation. Merci. Merci beaucoup à toi, Marie-Odile. Merci beaucoup. Nous remercions, mesdames et messieurs les panélistes en leur grade, rang et qualité respectifs pour leurs pertinentes interventions au cours de cette session.